Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat en ligne consacré au film AI de Marine Autogali et de A.L. Terry, que je remercie pour avoir accepté de participer à ce débat, ainsi que pour leur formidable film et très sensible et humain. Pour les spectateurs, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions, soit en appuyant sur l'icône de la petite main bleue ou en rédigeant votre question en allant sur l'icône Q&R en bas de votre écran. Le débat avec les deux réalisatrices est animé par Camille Caillé, membre du comité de sélection du Festival Jean Rouge. Et sans plus tarder, je cède la parole à Camille. À vous trois. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à elle et Marine pour ce très beau film. C'est un film donc, qui aborde pas mal de questions intéressantes sur la transmission, sur l'apprentissage, sur l'évolution des métiers de rue, etc., que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je vais commencer par une question sur l'origine du film. Donc, elle, toi, tu as travaillé sur le terrain pendant 2 ans à Shanghai, c'est bien ça? Pardon. Donc, tu as étudié les parcours urbains à travers la cuisine de rue de manière assez générale. Donc, est-ce que c'est dans ce cadre que tu as rencontré la protagoniste du film? Alors, effectivement, moi, à ce moment-là, en 2013-2014, j'habitais à Shanghai où je travaillais dans un... en fait, je fais mes recherches autour des pratiques culinaires en Chine. Donc, je travaillais à ce moment-là et puis j'avais été contactée, donc c'est plus, en tout cas par une université américaine, par des géographes pour découvrir un peu la ville à travers des pratiques, les pratiques de rue. En tout cas, j'avais choisi cet angle-là. Donc, ça m'avait amené en fait à me balader déjà beaucoup dans la ville. En fait, l'idée était de donc mieux comprendre la ville à travers des pratiques qui à ce moment-là déjà commençaient à être éradiquées par les politiques de la ville, et donc dans une idée en fait euh, d'être plus largement dans une sorte de programme de nettoyage ou de civilisation des villes par des pratiques jugées insalubres dont la cuisine de rue fait partie. Donc en fait, ce qui était quand même intéressant à ce moment-là, c'est qu'elles étaient malgré tout partout, dans beaucoup de quartiers de la ville, que ce soit le matin très tôt jusqu'au soir, voilà, pour différents moments de repas. Voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'est déjà de comprendre un peu qui étaient ces gens, parce que souvent, ils viennent pas de Shanghai même, donc ils viennent d'autres régions de Chine. Et puis de voir à quel point aussi, malgré des politiques de plus en plus coercitives, ils arrivaient par des chemins de traverse et de débrouille à rester quand même présents dans l'espace urbain. Et donc voilà, à ce moment-là, en fait, j'avais pas mal déambulé pour préparer un peu ces débats-là. Mais en fait, la jeunesse du film, elle vient donc en partie de là. Mais en fait, moi, ce qui me fascinait pour travailler sur les pratiques, c'était aussi toute cette diversité en fait qu'on voit. C'est vrai que, et je pense que pour beaucoup de gens qui sont déjà allés en Chine, et aujourd'hui de moins en moins, mais ça existe encore dans les plus petites villes, on voit des gens avec des chariots donc tirés par une bicyclette ou par un scooter ou comme Aïe à la main, avec des constructions en fait très étonnantes, que ce soit des petits tours en bambou où ils font cuire des choses à la fin, des petites brioches vapeur avec des volutes qui en sortent, des gens qui font des brochettes ou des gens parfois en couple qui font le travail de la pâte sur une surface très réduite avec un petit four à charbon où ils font cuire les beignets. Donc voilà, il y avait une espèce de grande diversité de pratiques qui au départ, moi, me fascinait quand même malgré tout un petit peu. Et puis de voir comment ces gens arrivaient quand même à être assez créatif quoi, dans ces parcours-là. Et en fait, en rentrant, j'en avais parlé à Marine, du coup, surtout sur l'angle des techniques et aussi des parcours de ces gens-là. Mais il y avait un peu cette idée, d'ailleurs, au départ, la première idée était assez disons, donc on avait pensé à un volet sur la cuisine avec le feu, donc qu'on voit comme Aïe, donc tout autour des flammes, un volet sur la fumée, etc. Enfin, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus qu'est-ce qu'on peut raconter de la ville et des gens à partir des techniques. Donc c'était le début du projet et c'est comme ça qu'on en a parlé et qu'on est parti après toutes les deux voilà,
déambuler à notre tour toutes les deux dans les rues. Et donc, en fait, au départ, quand on est parti donc en 2015, pourtant ça faisait qu'un an que j'étais rentrée, mais il y avait déjà beaucoup moins de cuisiniers de rue. Ok. Euh, on a commencé à vouloir faire une espèce de fresque en fait de pratique qui était le départ, en rencontrant des gens que moi je connaissais pour certains, en rencontrant d'autres, en ayant plus ou moins la caméra. Et c'était pas évident en fait, déjà pour le rapport à Mm. l'image, aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses et à la fois c'était pas vraiment palpable. Donc c'est vrai qu'en fait on a pris un long temps de repérage. Je pense que pendant 10 jours on a un peu erré comme ça de quartier en quartier. Jusqu'au soir où en fait, dans donc le quartier qu'on voit, Aïe nous a un peu alpagués, c'est un soir Ok. de grande errance et en nous disant "Ja, we ought to try", enfin, donc ce qu'elle dit souvent, est-ce que vous voulez manger un bol de riz? On a dit oui, on s'est assis sur les petites tables en plastique, on a commencé à discuter avec elle. Le lendemain, on est retourné manger chez elle, donc on a pris le temps de se rencontrer et c'est du coup à partir de là que vraiment on a commencé à se dire que là, le film allait qu'il y avait un film, quoi. Ok. Et ouais, du coup, vous avez fait le choix de réduire autour du portrait de cette femme, donc de partir de ce point de vue-là pour parler de généralité, de la vente ambulante, des techniques de cuisine, etc. Alors, c'était pas, on n'est pas rentré en se disant ça. On est rentré en se disant, bon, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi, qu'est-ce qu'on peut raconter. Donc, évidemment, toujours avec cette idée de parler de la ville, de parler des parcours de migration très forts en Chine. Euh, donc voilà, on en reparlera plus tard de la question de la migration, mais donc, quand même, pour suivre un peu le fil chronologique du film, après, on a fait une résidence d'écriture. Peut-être que Marine, je peux te laisser raconter plus l'écriture du film après. C'est vrai qu'on est resté longtemps sur l'idée qu'on voulait parler de toutes ces techniques, parce que c'est tellement riche et tellement varié. Après les 2 premières années, je pense qu'on était quand même encore on avait beaucoup d'affection pour toutes ces personnes qu'on avait rencontrées. On a mis du temps à savoir et à comprendre que le film pouvait être le portrait d'Aïe et qu'on ne perdrait pas en richesse, on va dire, et qu'on n'allait pas perdre tous les enjeux dont on avait envie de parler avant. Et ça, effectivement, c'est né après une résidence d'écriture qu'on a fait et où c'est finalement les autres lecteurs qui, à force de nous connaître, à force de lire notre projet et de voir l'évolution de notre écriture, ont fini par nous dire, mais en fait, c'est Aïe aussi, vous revenez toujours vers elle et c'est vrai que tout finissait par nous diriger vers Aïe. Et puis, Ok. c'est elle qui nous a aussi pris le plus sous son aile parmi tous les cuisiniers qu'on a pu rencontrer, qui était le plus incisive aussi sur certains points, tout en restant la personne dont on a essayé de faire le portrait, c'est-à-dire très drôle, très envolée. Donc, c'était pas évident, on va dire, de renoncer aux autres pratiques, parce qu'on avait ce point de vue d'anthropologie qu'on voulait garder, des techniques, des façons d'être. Et en fait, on est très contente, je crois, d'avoir choisi de parler que de Aïe, parce qu'à travers elle, on sait qu'il y a d'autres cuisines, il y a d'autres pratiques, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que, enfin, Non, vas-y. pour rajouter un mot, c'est vrai que aussi en rencontrant Aïe, ce qu'on avait moins rencontré, bon, je pense que clairement le temps d'avoir pris le temps de se rencontrer sans filmer, parce que par exemple, les 2 premières années finalement de Rush, donc la deuxième année quand on est retourné et que là on avait décidé de faire le film avec elle, on n'a pas beaucoup filmé. Enfin, en fait, les Rush, ils apparaissent pas du tout dans le film. C'est 2 années, on va dire, un peu préparatoires et après il y a eu 2 autres années de tournage derrière, voilà, pas bout à bout, mais en tout cas des retours réguliers pendant 2 ans. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi chez elle l'envie très forte de témoigner de sa vie, de nous raconter. Enfin, c'est quelqu'un qui, on le voit un petit peu dans le film, mais qui répète beaucoup les choses, qui a besoin vraiment de beaucoup parler. Et en fait, c'est quelqu'un aussi qui avait beaucoup envie de nous raconter sa vie. Donc, elle nous a beaucoup, beaucoup répété des anecdotes de sa vie, de son trajet. Enfin, il y avait une envie très forte quand même de témoigner de ce qu'elle avait vécu et des 20 ans. Enfin, bon, là, ça fait 18 ans qu'elle est dans ce quartier, mais un peu plus longtemps qu'elle est à Shanghai. Donc, en fait, une adhésion aussi très forte et dans l'envie de raconter des choses à l'écran et de croire au fait qu'il y avait des choses à raconter et que
elle allait les raconter à sa manière. Donc, du coup, à partir du moment où on lui a dit, quand on est revenu, qu'on avait envie de faire le film avec elle, pour elle, en fait, ça a été assez simple. Enfin, elle a très vite accepté la caméra, elle a très vite participé aussi dans, voilà, dans le choix de certaines scènes, dans le choix de certains plans, dans l'envie de nous dire, bah, ça, j'ai aussi, enfin, de nous faire comprendre qu'il fallait que ça aussi, ça apparaisse à l'image. Donc, il y a eu aussi quand même très vite cette envie chez elle de témoigner, et ça, c'était important aussi dans, enfin, en tout cas, dans la décision que le film serait autour d'elle. D'accord. Oui, c'est tout à fait juste. Mais en t'écoutant, il y a aussi des moments compliqués, parce qu'on a l'impression que tout a été rose dans ta façon de raconter, et il ne faudrait pas vendre trop de rêves. Ça a été un peu compliqué, parce que filmer quelqu'un sur le long cours, des fois, ça perd son sens pour elle, quoi, et elle ne savait plus forcément pourquoi on revenait. Donc ça, je pense que c'est des problématiques qui traversent beaucoup de portraits, beaucoup de réalisations documentaires, et on les a aussi rencontrés avec Aïe, qui, malgré son envie de faire le film avec nous, à des moments aussi, pour elle, c'était aussi laborieux de nous avoir sur le dos, et on s'est posé beaucoup de questions ensemble, et ça a aussi été un apprentissage, je crois, tous les trois, de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à trois sans se marcher dessus, en chacune trouvant notre place. C'était hyper riche aussi, cette rencontre avec elle, pour nous. Ok. Et du coup, pour aborder un autre axe, il y a une question qui est super intéressante aussi dans le film, c'est tout l'aspect juridique, on va dire, de ce statut. Vous parlez donc au début donc en fait, elle est dans l'illégalité. Elle est à Shanghai sans permis de résider ni de travailler, c'est bien ça? Et donc, je trouve que c'est super intéressant aussi. Elle a construit sa vie dans une situation précaire, et tout son travail, justement, tout son travail est constamment remis en question par rapport aux autorités, etc. Elle vit dans la peur de la police, et d'ailleurs, le parallèle, il est bien montré, je trouve. Dès qu'il y a un bruit, un klaxon ou quoi que ce soit, elles se retournent dans la rue parce qu'elles ont peur que ce soit les contrôles. En même temps, à côté de ça, il y a tout un système de pots de vin qui a l'air assez bien mis en place, de policiers qui profitent de la situation pour donner des autorisations à certains et pas à d'autres. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à tout cet aspect? Peut-être que je réponds pour le début, Marine. En fait, et donc effectivement, elle n'a pas de ce qui s'appelle le permis de résident domestique, quoi, en Chine. Donc ça s'appelle le hukou, qui est système mis en place dans les années 50, enfin fin des années 50 en Chine, dans l'idée que, donc avec des permis agricoles, enfin des permis de paysans, des permis urbains, dans l'idée de réguler les flux migratoires. Et puis donc, par exemple, Aïe, elle a un permis paysan, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du hukou, mais en tout cas, elle a du coup pas les droits sociaux quand elle est à Shanghai affiliée à un hukou de citadin, quoi. Donc, du coup, elle n'a pas de sécurité sociale, on va dire. Enfin, voilà, pour ce que, même si tout le monde, même avec un hukou, n'a pas de sécurité sociale en Chine, mais en tout cas, elle n'a pas effectivement de statut de résident, même pas temporaire, en ville, quoi. Ouais. Donc du coup, donc c'est vrai que, et c'est le cas en fait de beaucoup de gens en Chine, donc c'est des populations qu'on appelle souvent des populations flottantes, enfin que le gouvernement appelle comme ça, où il y a régulièrement des scandales, on va dire, ou en tout cas c'est un problème assez important en Chine de gens un peu en marge, un peu des populations qui errent d'une ville à une autre sans vraiment de statut, qui sont pas non plus, enfin, qui sont affiliés comme paysans mais qui n'ont jamais vraiment travaillé la terre, qui sont peut-être propriétaires d'un petit lopin de terre, mais pas suffisamment pour vraiment en vivre. Donc en fait, c'est beaucoup de gens. Bon, et le statut a beaucoup évolué. Les gens, c'est pas là l'endroit pour vraiment rentrer dans le détail, mais en tout cas, Aïe, elle fait effectivement partie de ces gens qui sont malgré tout partis en ville pour. Bon, là, elle l'explique un petit peu, pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer les études de ses enfants. Donc, elle a 2 enfants, comme on le comprend. Elle part, et en fait, ce qui était intéressant aussi avec elle, c'est qu'elle part effectivement donc pour gagner de l'argent,
donc surtout pour des raisons économiques, mais il y a aussi chez elle une forte envie et d'ailleurs, elle s'accroche vraiment à l'autonomie qu'elle gagne malgré tout par le fait d'aller en ville et en tout cas d'être seule. Elle parle souvent de rentrer au village et en fait, encore aujourd'hui, elle n'est pas rentrée parce qu'elle le dit, qu'est-ce qu'elle va y faire finalement, elle s'est un peu détachée des liens familiaux, des liens avec sa belle-mère dont elle parle beaucoup, qui étaient assez oppressants pour elle. Donc, elle a quand même une maison dans l'Anroued, là d'où elle vient. Donc, elle est propriétaire, même temporairement, mais d'un bien. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui n'a rien, comme beaucoup de gens en fait, et qui trouve en ville, malgré la violence qu'on voit, elle habite quand même dans un appartement, dans une petite piole qui est pas légale, sur une construction qu'elle paye assez cher, qui est voilà, sur un terrain non constructible. Et donc, elle est quand même sur des choses de galère. Mais ce qui était intéressant chez elle, c'est que elle n'a jamais été dans une victimisation de son statut. Elle est dans quelque chose où, en fait, elle est toute seule et c'est elle qui gère son budget. C'est quand même une femme d'affaires, quoi. Elle gagne pas mal sa vie. Je dis pas que c'est tout rose non plus, attention, mais je veux dire que voilà, elle y a trouvé aussi une forme de liberté à travers ça. Tu veux que je prenne le relais sur la question de la police? Ouais, vas-y. Ouais. Sur la question de la police, après, c'est aussi des questions sociologiquement assez compliquées parce que le fonctionnement policier en Chine est très, très stratifié. Et les policiers qu'on voit à l'image, ceux qu'on voit principalement, là, ceux qui se rangent en randonnion, c'est des policiers, c'est ce qui s'appelle des chengwan. Donc, c'est une traduction possible en français, ce serait des agents de la police municipale, mais ça ne correspond pas forcément à quelque chose qu'on connaît nous. Okay. Et c'est aussi des personnes qui, pour certaines d'entre elles, viennent des mêmes régions, des provinces rurales, par exemple. Il y en a qui viennent de la même ville que Haï. Et donc, il n'y a pas une violence comme on pourrait l'imaginer dès qu'on les voit en uniforme. Ils sont juste là pour un contrôle simple. Ils n'ont pas de pouvoir coercitif. Et ce n'est pas une oppression que de les avoir quelque part dans la rue. C'est juste une forme de contrôle, mais qui ne va pas être aussi violente qu'on peut l'imaginer. Après, il y a 2-3 séquences où il y a des policiers qui vont contrôler avec les téléphones et eux font des rapports à leurs supérieurs. Donc, tout se construit en strates vraiment très successives. Et donc, la violence, elle n'est pas directe. Elle n'est pas physique non plus. Elle se fait par des déplacements forcés, par une omniprésence aussi de la police, mais elle n'a jamais été physique. Et je ne sais pas si la question concernait d'ailleurs la relation entre la police et Haï ou la relation entre la police et nous. Je ne sais plus, mais... Voilà, non, c'était plus par rapport à Haï. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça. Après, elle connaît ceux qui sont dans le quartier et c'est un jeu permanent de savoir qui est qui et de se faire connaître aussi. Et ça, jusqu'à ce qu'on arrive, ça a été plutôt des belles relations de pot de vin parce qu'elle connaissait les gens et qu'elle a ce bagou extraordinaire pour s'assurer sa place. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle travaille avec Yato, la vendeuse de brochettes. Parce qu'elle représente aussi une forme de protection pour cette jeune vendeuse de rue qui, elle, a moins cette assurance, moins ce bagou et qui vient chercher un peu de protection auprès d'Aïe, qui, elle, a un petit peu plus d'expérience aussi, de connaissance du fonctionnement et de la corruption locale. Mais c'est vrai que c'est intéressant dans le film, on voit vraiment que de la part d'Aïe, il y a un vrai désir de transmission. On la voit parler avec une jeune fille dans certaines séquences. Et c'est ce que tu disais à elle, on sent vraiment qu'elle veut montrer le statut d'indépendance et d'autosuffisance qu'elle a réussi à gagner dans sa situation, malgré toutes les difficultés qui lui sont présentées, quoi. Donc c'est assez intéressant et ça crée un beau portrait de femme dans la société, je trouve. Ouais, alors là, c'est sa voisine. Pardon, il y a eu un écho, j'ai cru quelqu'un parler. Donc, c'est effectivement sa voisine à qui elle transmet. Et c'est ce que je disais. Donc, la voisine, elle est venue avec son mari, donc en laissant les enfants aussi souvent aux grands-parents ou à des proches dans le village ou dans la petite ville, ou dans l'autre ville d'où ils viennent.
Et en fait, bon, c'est ce que je disais quand elle disait qu'elle gagnait bien sa vie, enfin pas trop mal sa vie, tout est relatif, mais c'est que en fait, donc, sa voisine est venue faire des petits boulots et c'est toujours ce dagong qui a en Chine de venir, donc pour des hommes d'être ouvriers sur des chantiers, pour des femmes de travailler pour des patrons. Et Aïe, elle a vraiment, et l'autre voisine, quand elle dit je gagnerai jamais suffisamment en faisant des petits boulots, ce truc de vraiment travailler de manière indépendante. Et c'est vrai que où on contrôle son budget, où personne n'est son patron, personne ne contrôle les horaires de travail. Et malgré tout, Aïe est sa propre patronne et elle s'impose des horaires de travail, comme on voit dans le film, où toute sa vie est tournée autour du travail. Hein. Elle se lève du matin au soir, son planning, ses horaires sont régulés autour du travail et donc d'une certaine manière aussi autour de l'argent qu'elle peut gagner dans la journée. Mais c'est vrai qu'avec cette voisine, on voit effectivement qu'elle est vraiment dans cet encouragement de dire qu'elle peut y arriver, voilà, qu'il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas, tout en quand même la mettant en garde sur le fait que c'est quand même pas simple, qu'avec les contrôles policiers, le travail devient de plus en plus dur. Ouais. Il y a aussi un besoin de démonstration de la part de Aïe, quelque part, quand elle parle à sa voisine je l'ai réussi, c'est possible, parce que les femmes seules à Shanghai, c'est pas évident, et pas forcément le besoin de reconnaissance, mais le besoin d'affirmer qu'elle s'est construite seule et qu'elle est indépendante et que ça va bien, c'est très important pour elle d'être sûre que ce soit compris. Et cette relation aussi à sa voisine, ça comprend aussi cette dynamique-là, je pense. Ouais. Et c'est intéressant aussi du point de vue de la vente ambulante, de la cuisine de rue, etc. C'est un modèle qui est assez répandu en Asie et d'un point de vue juridique, en tout cas, je parle par exemple pour des pays comme le Vietnam, c'est très répandu et même si le statut juridique est assez flou, c'est complètement accepté dans la société parce qu'ils savent que ça crée une économie parallèle qui est indispensable, ça crée de la vie, etc. Et du coup, je me posais la question politiquement par rapport à la Chine, pourquoi ils ont une volonté de nettoyer, entre guillemets, les rues ou d'éradiquer ce genre de pratiques? Est-ce que la volonté, c'est de s'occidentaliser et de faire d'avoir que des commerces vraiment dans des magasins, etc. Il y a une vraie volonté politique dans ce sens? Je pense qu'il y a une volonté de contrôle déjà, surtout. Avant l'homogénéisation ou l'occidentalisation, il y a une volonté de contrôle de ce qui se passe. Ouais. Parce qu'en arrêtant ces pratiques informelles, ces pratiques de rue, ils peuvent savoir qui est où, ils peuvent savoir aussi où va l'argent parce que c'est des paiements qui n'étaient pas forcément contrôlés. Donc après, pour la question de l'économie parallèle, je ne sais pas à quel point c'est une politique réfléchie, mais c'est surtout un besoin de savoir où vont les gens et comment ils gagnent leur vie. Oui, et puis il y a quand même donc cette idée derrière en fait le terme de ville civilisée, c'est des réelles campagnes nationales donc on le voit partout dans les rues, déjà visuellement c'est des grandes campagnes de propagande sur ça se dit le Wenming, c'est vraiment cette idée de civiliser les pratiques, de civiliser aussi donc visuellement en fait l'espace, donc on n'a pas envie de voir c'est quand même l'idée d'une modernité aussi derrière, on n'a pas envie de voir des pratiques de débrouille qui sont aussi reflets du fait de personnes qui ne sont pas prises en charge, donc de personnes qui sont aussi en dehors en fait des circuits économiques ou de travail légaux, mais aussi cette idée, toutes ces campagnes de civilisation, c'est aussi civiliser les mœurs, donc il y a quand même cette idée assez visuelle en fait aussi de l'espace public que ça ne doit pas être perçu. Donc, c'est toujours les contradictions. Hein. On voit effectivement qu'ils payent le fait de payer des pots de vin et de s'arranger sur les horaires où on peut être présent suffit en fait à ce qu'on prenne une photo, on l'envoie à la hiérarchie et tant que ce n'est pas visible, tout le monde s'en lave les mains. Mais voilà, je pense qu'il y a effectivement cette nécessité de contrôler les populations et aussi la migration, mais aussi, voilà, c'est un peu ce contrôle moral aussi des pratiques et des populations. Quoi. Et puis cette idée du visible et de l'invisible, je trouve que vous l'avez assez bien capturée dans le film.
parce que vous faites le portrait de femmes qui vivent un peu dans l'ombre, qui travaillent la nuit, qui doivent se mettre à l'abri du regard des autorités, etc. Et c'est très bien montré dans le film. Vous avez pas mal travaillé, j'ai l'impression aussi, avec le hors-champ sonore pour essayer de capter les ambiances de rue. On voit bien, donc, comme ce que je disais tout à l'heure, on entend un klaxon, tout de suite elles vont se retourner parce qu'elles croient que c'est la police. On entend des bruits de reportages sur des téléphones, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça a capturé vraiment l'ambiance urbaine, quoi. C'est un exercice qui était intéressant aussi parce que déjà, on a filmé aussi deux années avant les années qu'on voit à l'image. Et pour nous, ce souvenir très fort, c'était le bruit et la vie ultra active qu'il y avait dans cette rue qui était remplie de commerces, remplie de commerces pour le coup fixe, mais qui débordaient sur le trottoir et de vendeurs de rue en tout genre et à toute heure absolument. Et les images qui sont dans le film, elles apparaissent vraiment une fois que tout ça commence à se finir. Et donc le son est... Enfin, nous, ça a été vraiment quelque chose qu'il fallait symboliser. Ça a été déjà difficile de se séparer de ces images qui font office d'images d'archives, mais c'était limite un autre film. Et du coup, il fallait effectivement essayer de marquer l'environnement parce que c'est déjà en Chine, il y a toujours un peu de bruit partout, et que ce soit des bruits de karaoké. Et là, au final, dans le quartier, ce qui se passait, c'était sa démolition. Et donc, c'est un exercice qu'on a fait avec un ingé son qui est venu sur la dernière année, qui s'appelle Jérémy Verneret, qui lui allait vraiment faire un travail de tournage sonore pour aller capturer tous ces plans sonores qu'on a pu rajouter sur la fin, ou au montage en tout cas, pour vraiment signifier la destruction, signifier un peu ce qui allait disparaître. Pour compléter ce que disait Marine, c'est vrai que quand la première fois qu'on allait dans le quartier, il y avait toujours cette cacophonie qui est assez courante dans les marchés, donc avec toutes les petites les motos qui passent pour réparer des choses, avec les cris des marchés, et après petit à petit beaucoup de bruit de destruction et en fait, bon, pour peu à peu, comme on le voit, on arrive à quelque chose de très très silencieux quand même dans la deuxième partie du film, parce que il n'y a plus rien quand même. Donc, et c'est vrai que donc il y a eu le travail de Jérémy. Après, avec la musique, il y a une bande sonore aussi qu'on a travaillé avec Julie Honoré, qui a fait donc la compo. Et puis bon, au mixage avec Inan. Donc voilà, on a aussi eu l'envie d'avoir un peu une équipe autour du son pour un peu essayer d'avoir vraiment une texture sonore entre, je sais pas si ça se ressemble, entre le début et la fin, qui montre aussi à quel point on arrive petit à petit vraiment à du vide, quoi. Donc ouais, ça c'est quelque chose qui nous a frappé pendant le tournage, du coup qu'on a essayé de mettre un peu en avant, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Je ne sais pas si Barberine ou d'autres ont des questions avant qu'on passe la parole. La parole. Qu'on laisse la place aux questions. On va demander aux spectateurs de préparer leurs questions. Moi, je voulais vous dire que je trouvais que les images étaient vraiment très belles, mais pas uniquement belles aussi, qu'elles avaient vraiment beaucoup de sens. Et puis, surtout par rapport au corps de Aïe. Et je trouve que vraiment, il y a quelque chose entre son corps et les cadres. Et par exemple, ça commence, son corps est hors champ, et déjà, elle est là, en fait, avec ses gestes extrêmement précis et qui ont de la force. Et puis après, quand elle se peigne, ça continue, en fait. On sent sa manière de bouger. Voilà. Ensuite, il y a des plans où on la suit dans la ville, et là, on voit son corps dans l'espace. Après, il y a des plans très fixes qui sont presque des plans séquences, où on voit aussi son sens d'appartenance, parce que même si elle n'a pas de permis pour travailler, c'est quand même sa ville, peut-être plus que son village. Enfin, on sent à quel point elle appartient à cet espace. Voilà, donc je ne sais pas si c'est peut-être un peu confus comme question, mais... Non, mais en plus, on en parlait il y a pas longtemps. Enfin, merci déjà, parce que c'est... en re-regardant le film et puis en regardant d'autres films ou d'autres images là, que moi j'ai pu faire en tout cas pour d'autres films, je me rends compte que ces plans, ils étaient
en fait, on est vraiment resté très longtemps avec Aïe, à déjà filmer au départ pour essayer de comprendre un peu ce qu'on allait faire. Et puis ensuite, on est resté très longtemps sans filmer parce que on avait voulu faire le film comme ça au début. Et en fait, je pense que ce travail de repérage, il nous a permis de savoir, oui, effectivement, comment elle s'inscrit dans l'espace. Mais comme tu dis, Barberine, elle gère cet espace, il est à elle, pardon. Et donc, elle a ses endroits où elle est et elle se met à la lumière parce qu'il faut qu'elle soit vue, ou elle se met dans l'ombre. Enfin, tout a du sens là où elle est dans la rue. Et du coup, les cadres, ils étaient aussi... parce qu'ils avaient du sens, parce qu'elle-même se mettait là sous un porche ou sous la lumière. Tout ça, c'est vraiment le temps passé avec elle qui fait qu'en fait, c'était une évidence. Et puis après, le premier plan dont tu parles, du wok, ça, c'est clairement elle et moi et la fascination, je pense qu'on a sur les techniques et regarder les gestes. Et on a passé, mais je pense qu'il y a des tonnes. Le plus de rush qu'on a, c'est elle en train de cuisiner, quelle épice elle met, attends, dans quel ordre ça va. On a fait une obsession là-dessus pendant très longtemps. Donc, il fallait que le film commence par ça, ou en tout cas qu'on ait une séquence imposante avec la cuisine, quoi, parce que c'était une obsession. En tout cas, malgré tous les sujets qui traversent le film, cette technique, il fallait qu'elle soit là. C'est vrai qu'il y avait aussi cette idée, parce qu'elle est quand même, tout son corps dénote vraiment le travail, quoi, quand même. Elle a un corps, même elle a des poignets très solides, elle est puis elle est tout le temps en activité, quoi. Elle a toujours donc et c'est vrai que après c'est du coup le fait qu'on l'ait beaucoup aussi filmé dans ses déplacements, elle est tout le temps en train de bouger d'un quartier à un autre, de bouger chez elle pour faire le lavage des légumes, préparer le riz. Enfin, il y a toujours quelque chose chez elle en mouvement, et ça c'était quelque chose qui nous avait un petit peu fasciné parce que c'est quand même le corps au travail, quoi. Et en même temps, elle est aussi super coquette. Donc, et c'est vrai que ses cheveux, c'était quand même un sujet. D'ailleurs, souvent, les plans qu'elle nous a montrés, elle nous disait c'est vrai que j'ai des jolis cheveux. Elle a ce côté où elle nous montre, elle a beaucoup de belles chemises. Et donc, elle a quand même ce côté elle a des bijoux en or précieux. Et donc, il y avait aussi tout ce côté chez elle, très ouvrier, quoi, d'une certaine manière. Et en même temps, elle n'est pas que constituée par ça, quoi. Donc, c'est vrai que là-dessus, moi, je l'ai trouvée très belle dans cet aspect-là, quoi. Et c'est vrai que Marine, dans ses cadrages, je pense qu'on ressent aussi vachement l'envie de montrer toutes ces facettes de sa personnalité à travers vraiment son corps et là comment elle se déplace. Donc, merci pour la question. Je rebondis parce que c'est vrai que c'est un corps au travail, c'est fascinant, aussi dynamique, et puis elle a quelque chose de très fascinant parce qu'elle est belle. Et c'est aussi l'avantage de la co-réalisation et de regarder des rushs ensemble avec elle, c'est qu'au bout d'un moment, elle me fait, mais je crois qu'en fait, on voit que Aïe, là, il faudrait qu'on filme autre chose. Et c'est vrai que je me dis, on aurait pu vite tomber dans quelque chose de très mono-image si on n'avait pas eu un double regard aussi face aux images quand on est là-bas. On a un commentaire et une question. Un commentaire d'Antoine qui est ravi du film apparemment et qui dit « On est pris par le sujet du début à la fin ». Et une question de Véronique Prost qui dit « Pouvez-vous nous parler de cette belle histoire d'amitié avec ce monsieur qui va être expulsé aussi ?» C'est un joli couple d'amis. Et j'ai moi-même une question en rapport avec ça. On voit donc qu'il y a une réunion des voisins, enfin des membres de ce quartier qui ont tenté d'aller en justice pour défendre leur quartier. Et il y a ce moment où il y a ce rejet, cette expulsion qui va se faire. Et on sent qu'ils ne sont pas ravis de leur pays, entre guillemets. Enfin, ils disent on n'est pas dans un pays qui défend nos droits, etc. Je trouvais ça assez fort et assez étonnant aussi que ça soit dit aussi ouvertement. Après, je ne connais pas la culture, donc je ne sais pas à quel point c'était étonnant, mais si on peut en parler, ça m'intéresse. Et donc la question aussi sur l'amitié. Et tu veux répondre sur la question des résidents et je réponds sur la question de Chouchou. Ouais, très bien.
Et bah, effectivement, Chouchou, c'est un résident pour le coup. Donc, c'est quelqu'un qui habite dans le quartier, pas exactement dans la rue où on filme, mais juste à côté. Et qui est un personnage qui était souvent de passage, donc qui au début ne faisait pas forcément partie du portrait. Et puis en réalité, il est très important dans la vie d'Aïe, donc il a pris sa place au sein du portrait. Et c'est quelqu'un qui la connaît depuis très longtemps et qui a eu une histoire, alors je ne sais pas si c'est intéressant d'entrer dans les détails, mais un membre de sa famille, non, lui était malade et un membre de la famille d'Aïe a permis de le soigner. Donc, voilà, pour résumer l'histoire, et ça a créé cette relation d'amitié très forte entre eux, et qui tourne à une histoire d'amour platonique, parce que lui est marié, il vit dans le quartier avec sa femme, et elle, de toute façon, est indépendante et autonome et n'aura pas d'histoire quoi qu'il arrive, mais effectivement, ils se voient absolument tous les jours, au temps du tournage en tout cas, où lui vient lui rendre service en termes de courses à faire ou de réparation. Et donc, il y a une vraie relation. C'est au-delà de l'amitié presque, et qui perdure aujourd'hui, alors que lui, effectivement, n'habite plus dans le quartier. Il a été relogé à une 60aine de kilomètres de Shanghai, mais il continue à se voir de temps en temps. Et du coup, alors pour l'histoire des résidents, effectivement, en fait, quand on est, en fait, ça a été un peu une des questions du film dans la construction aussi, parce qu'on avait beaucoup de rush sur ce combat. Donc, on le comprend, c'est des gens qui habitent dans le quartier depuis des années, qui vont être expropriés et déplacés, en fait. Donc, c'est des déplacements. En gros, soit on accepte une compensation qui, en général, n'est pas du tout à la hauteur du rachat d'un bien de superficie ou dans le même quartier, quoi. Donc, ou alors on accepte les déplacements vers des quartiers, là en l'occurrence très lointains, où il n'y a pas grand-chose, quoi, où il n'y a pas d'école, pas d'hôpital, qui sont des quartiers en fait de spéculation immobilière qu'on voit maintenant beaucoup tout autour des grandes villes. Où donc, bah, voilà, tous ces gens n'ont pas vraiment d'histoire là-bas, donc en général refusent. Et eux se battent donc pour avoir des compensations. Bon, déjà se battent contre la destruction du quartier, pour avoir des compensations supérieures à ce qui leur est proposé. Et donc, nous, en arrivant là, on a été pris beaucoup à partie par des gens qui nous racontaient leurs histoires de famille. Donc, voilà, il y a quand même des rushs, on est en bas de la maison de famille, qui nous montrent les photos de famille du grand-père, de l'arrière-grand-père, voilà, pour montrer des parents qui nous racontent comment, pendant la révolution culturelle, on leur a déjà enlevé un bien qu'ils ont récupéré après, que là, c'est de nouveau une expropriation ou des déplacements forcés. Donc, des gens qui sont très remontés, qui, du coup, vont aussi porter plainte dans différentes instances, et donc ils nous demandaient en fait de les filmer pour ramener ça en France, qui nous demandaient de les accompagner dans différents lieux de manifestation de leur mécontentement, en tout cas à Shanghai. Et bon, au-delà du fait qu'on leur explique qu'on n'était pas journaliste, donc en plus voilà, d'être assez honnête sur le fait qu'on n'allait pas être vraiment des vrais porte-parole de leur combat. Il y avait aussi le fait que Aïe et les gens qui l'entourent, donc ses proches, les autres cuisinières de rue, n'étaient pas concernés du tout par ce débat-là, dont elle saisissait pas forcément les enjeux, si ce n'est à travers Chouchou, parce que lui était un proche, donc dans un peu son cercle à elle. Et donc, et là, on est avec des Shanghaïens qui, eux, non, ils sont dans la même rue, mais ne côtoient pas du tout. Ouais, ils vont jamais manger du riz sauté. C'est des gens qui considèrent eux aussi que c'est parfois des pratiques un peu insalubres, des gens qui ont parfois, enfin bon, les discriminations en tout cas sont aussi assez fortes. Donc, c'était pas du tout pour hiérarchiser les combats, mais le fait est qu'on avait choisi un peu de témoigner à travers AI, ou en tout cas de porter son témoignage à l'image, au son, etc. Et qu'il y avait une espèce de déconnexion de leur combat. Et encore, ça aurait été un autre film, en fait, totalement. Et comme ça fait partie de l'environnement, aussi de l'histoire parcellaire de AI, en tout cas d'un cadre politique, et puis aussi, c'était intéressant d'avoir ces deux combats qui se côtoient sans vraiment échanger. On a décidé d'en garder une seule scène en faisant un peu le lien avec Chouchou qui va le soir à ces réunions-là, pour expliquer aussi un peu pourquoi est-ce que la ville, enfin la rue en tout cas qu'on voit est en destruction, et qu'est-ce qui se passait. Voilà, c'est tout à coup ces murs qui sont peints dans tous les sens. Donc voilà, donc en fait ça reste ce combat-là
dans le film en tout cas, un peu un combat autour de celui d'Aïe. Et en fait, ça nous a semblé aussi être voilà, en tout cas, c'était une question de point de vue. De quel point de vue on se situe. Et on est resté du côté du point de vue d'Aïe, en tout cas pour ce film-là, quoi. Et du coup, je rebondis aussi, parce que maintenant qu'on a l'explication des résidents, effectivement, du statut de shanghaïen, par rapport un peu au statut de migrant dont fait partie AI, leur relation avec Chouchou, elle est d'autant plus étonnante parce qu'elle avait aucune raison d'exister, quoi. Ils n'avaient aucune raison de se croiser et encore moins de continuer à échanger. Donc c'est encore plus je sais pas, c'est encore plus touchant de savoir qu'ils se voient en dehors de cette rue, que lui va chez elle, tout ça, alors que c'est hautement improbable. Alors, il y a un commentaire de Toto dont le film me rappelle l'Expo universelle de 2010 à Shanghai, je ne sais pas si vous y avez assisté, où il y avait justement une vidéo dans le pavillon chinois qui représentait la ville du futur, une ville très propre, sécurisée, high-tech et plutôt verte, mais il n'y avait absolument personne. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, oui, je pense que effectivement, ce côté propreté, sécurité est quelque chose qui est très valorisé, en tout cas, qui fait partie des politiques urbaines actuelles. Puis bon, par exemple, cette rue, et c'est le cas de beaucoup de quartiers déjà de la vieille ville en Chine, sont après transformés dans des sortes en fait, rachetés par des promoteurs, transformés dans des sortes de vieilles villes ou de quartiers modèles pour y mettre des commerces. Et donc, je ne sais pas si c'est ça la modernité, mais en tout cas, c'est le devenir de nombreux quartiers à Shanghai. Donc, je ne saurais même pas. Là, en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'il y avait quand même. Je ne sais pas si résistance, c'est pas un mot un peu trop fort, mais en tout cas, des manières alternatives de vivre la ville. Et je pense que c'est toujours le cas. Donc, faut pas non plus prendre ça d'un côté trop macro. Je veux dire, la ville, dans chaque ville fourmille quand même des tonnes d'histoires, qu'il y a toujours des parcs, des espaces où les gens peuvent se retrouver, même s'ils se font de moins en moins nombreux. Je pense que ça existe quand même encore, quoi. Je crois qu'il y a une autre question. Ça y est, là j'entre. Madoka, on en a déjà un peu parlé, mais une question quand même. Entre le quartier d'Aïe et la ville moderne qui est présente derrière, y a-t-il une différence de l'ambiance de population? Son quartier n'est pas bruyant, mais est-ce que c'est grâce au travail au son que vous avez? Oui, entre son quartier et en dehors, il y a plein de quartiers différents. Ça a aussi été une question qu'on s'est posée au départ avec Aëlle, puisqu'il y avait tellement de pratiques de rue différentes qui correspondent à des quartiers différents que ça racontait pas forcément la même chose. On le voit un peu dans le film, puisqu'elle travaille à 2 endroits différents. Il y a le premier quartier où elle travaille, celui qui est en destruction, où c'est là où elle est depuis le plus longtemps, donc elle a quelques habitués, c'est beaucoup des étudiants qui passent par là, et il y a un deuxième quartier où à un moment il y a une scène où elle part sur une grande autoroute avec sa collègue à vélo, et là elles arrivent dans le deuxième quartier qui est un quartier un peu plus moderne où elles sont installées au pied d'une grande tour, et c'est un peu plus tard dans la soirée, et c'est des travailleurs qui sortent des bureaux, qui viennent manger, où il y a aussi des étudiants qui sortent de leur travail de nuit, qui viennent manger là, mais les quartiers, les ambiances sont très différentes d'un petit pâté de maison à l'autre, comme ça peut l'être dans beaucoup de grandes villes. Après, là où elle est, c'est silencieux parce que, comme on disait avant, effectivement, tout est en train de disparaître progressivement, il y a de moins en moins de commerce et la vie extérieure est de plus en plus calme. Et dans l'autre quartier, c'était tout aussi calme, c'était juste des voitures qui passaient parce que pour le coup, il y avait 0 commerce extérieur, c'était vraiment un quartier... pas d'affaires, mais c'était vraiment des grandes tours et juste des routes de circulation automobile. C'est vrai que là, au moment où on filme, on est dans un moment de transition aussi de quartier, donc du coup, c'est parce qu'on ne peut pas dire que les villes chinoises soient plutôt silencieuses, c'est quand même rare. Il y a quand même, mais là, on est vraiment dans des ambiances d'entre-deux, quoi, entre d'un quartier qui est plus grand-chose. Enfin, là, au moment où on filme, on le voit, on ne peut pas dire que c'est même un quartier, et c'est des petits moments assez particuliers parce que voilà, ils n'ont plus d'existence, en fait, ces quartiers-là, à partir du moment où il est reconstruit totalement. Donc,
Donc voilà, je rebondis du coup sur la question sur nous, le rapport avec la police. Et ben, en fait, on n'a jamais été embêtés. Donc on n'avait pas d'autorisation de tournage, donc je pense qu'on l'aurait demandé, on l'aurait pas eu. Donc c'est vrai que c'était quand même un sujet, donc pas, enfin en tout cas un sujet pour une source d'angoisse pour la première année. Et puis en fait, on n'a jamais eu de soucis. Alors parfois par le comité de résidents, enfin, c'est arrivé une fois, des suspicions. Il y a quand même de la méfiance aussi assez généralisée dans le quartier, parce que là la situation est quand même assez tendue. Malgré tout, bon, déjà le fait d'être présente très fréquemment, les gens finissent par nous connaître, on finit par rentrer un peu dans les murs, quoi. Mais enfin bon, tout en étant quand même deux étrangères au milieu d'une rue en train de filmer. Mais en fait, aussi du fait que ce quartier soit un peu laissé comme ça en jachère, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux non plus. Les forces de l'ordre étaient occupées quand même à autre chose. Donc une fois par le comité de résidents, qui sont donc les représentants du parti d'un point de vue très local, un niveau très local, ont pu nous poser des questions qu'on a réglées en étant étudiante en cinéma, donc un film d'études, de fin d'études. Donc voilà, c'est toujours de toute façon assez étonnant et en même temps, voilà, je pense que il y a plus de choses possibles en termes de présence dans l'espace public qu'on ne le pense malgré tout en Chine. Donc en tout cas à ce niveau-là, on était aussi assez étonnés, mais tant mieux, quoi. Je rebondis aussi parce que la question, elle est assez précise. C'était écrit, avez-vous fait autant preuve de créativité ou d'ingéniosité que votre cuisinière? Comme le disait Aël, on est resté beaucoup sur place, on a fini par faire partie un peu des murs. Mais il y a aussi la discussion qui était ouverte, et comme Aël parle couramment, elle a pu répondre aux questions des curiosités, parce qu'à la base, c'était surtout des curiosités. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Surtout qu'on filmait une cuisinière de rue et pas les résidents qui se plaignaient, ou les personnes de prime abord qui devraient avoir la parole. Et ça, c'était plutôt des curiosités. Et du coup, c'est pas une forme d'ingéniosité ou de créativité, mais à force de parler et juste d'expliquer de façon très transparente qu'on faisait le portrait d'Aïe. Et il y a eu moi je me souviens à elle où tu as discuté très longtemps avec les policiers, et finalement ça est devenu des conversations limite de comptoir, et ils étaient contents de nous voir le lendemain. Et ça, je pense que c'est une forme de créativité, que de se dire on va créer du lien, on va juste rencontrer les gens qui sont là, et voilà, on peut pas faire plus qu'être honnête, et ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'effectivement, il y avait plus en fait, de l'incompréhension de pourquoi porter la parole d'Aïe à l'image. C'était l'incompréhension que ce soit un sujet. Donc, très vite aussi, pour eux, montrer donc, les xiaoqi, donc les petites choses qu'on mange dans la rue, ça, pourquoi pas? C'est un sujet télévisuel, mais il y avait tellement plus de choses voilà, plus belles de la Chine à montrer, qu'il y avait ce côté incompréhension, parfois un peu d'énervement, de se dire de toute façon les étrangers ne cherchent chez nous que ce qui n'est pas beau à voir, donc dans une critique notre propre critique de la société chinoise. Et en fait, comme dit Marine, c'était plus une volonté de débattre, de se comprendre. Et bon, je sais pas si les quelques policiers étaient contents de nous voir. Je pense que content, c'est un peu trop, mais en tout cas en fait, plus une curiosité réciproque. Donc c'est une question qui revient souvent, j'ai l'impression, de manière générale sur le terrain en anthropologie et dans le cinéma ethnographique, c'est de devoir régulièrement voir toujours justifier sa place en tant que chercheur ou en tant que cinéaste, de faire comprendre pourquoi on est là. Et souvent, il y a une incompréhension sur le sujet qu'on a choisi. Pourquoi se focus sur ce petit détail plutôt que de faire finalement un petit documentaire Ushuaïa sur la beauté de la nature d'une région, quoi. Donc ça, je pense que c'est une problématique qui revient assez souvent, et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis ça peut prendre beaucoup de place aussi, parce que c'est devenu aussi une question pour Aïe elle-même, qui au bout d'un moment, à force de l'entendre se répéter publiquement autour à nous et à elle a fini par se poser la question et à plus trop savoir. Et donc ça peut prendre beaucoup de place comme question.
Et c'est vrai qu'un des problèmes qu'on a rencontrés, ça c'était le dernier tournage et qui a pris beaucoup de place et qui est intéressant parce que en tant que, enfin, voilà, en tant que documentariste ou même en recherche, je pense que ce que tu parles voilà, de la position qu'on a et de la manière dont on assume ou non un point de vue, et en tout cas la question à laquelle Aïe elle s'est retrouvée confrontée beaucoup de fois, c'était qu'est-ce que toi t'en retires de ce film alors qu'elles en retireront plus. Et donc pour elle, elle avait toujours une, euh, une envie un besoin en fait, ou un devoir de justifier pourquoi est-ce qu'elle nous autorisait à filmer, à filmer ces images-là, à devoir aussi contrer les rumeurs comme quoi elle se faisait avoir, parce qu'il y a toujours aussi cette histoire de justesse, est-ce que la relation est... et je pense que quand ça restait entre nous trois, on avait trouvé une justesse, mais à partir du moment où d'autres personnes viennent apporter leur point de vue sur est-ce que la relation est équilibrée, est-ce qu'elle est équitable, est-ce qu'on en retire plus financièrement qu'elle, etc. Et ça a été des très longues discussions avec Aïe sur où est l'équilibre en fait. Alors, il est financier, mais pas que, parce que, par exemple, pour elle, pour le Nouvel An, à chaque fois elle parle d'elle retourner au Nouvel An, on s'était posé la question de l'accompagner au Nouvel An dans sa famille, que c'est une autre manière de la présenter. Et en fait, pour elle, c'était impossible de retourner au village avec 2 étrangères qui la filment sans que ça ait changé son statut social. Parce que sinon, enfin voilà, c'était pas envisageable en fait par rapport à sa famille. Et donc voilà, il y avait toujours aussi cet équilibre à chercher. Et je dis pas qu'il y a de solution, mais forcément, les questions, elles se posent, quoi. Surtout quand on est des étrangères qui viennent filmer voilà, une trajectoire de vie d'une seule personne aussi. C'est d'un portrait. Enfin, voilà, c'est des questions qui ont traversé aussi tout le tournage, quoi. Ouais, puis ça déclenche, c'est sûr, ça déclenche une introspection aussi pour Aïe, quoi, qui se pose, le fait qu'il y a un regard extérieur qui s'appose à cette situation et à sa vie, j'imagine que ça crée tout un tas de questions sur sa situation, comment se percevoir soi-même, comment se mettre en scène. Et ça, je trouve que c'est intéressant et ça se sent dans le film en tout cas. Là, il y a 2 questions qui se rejoignent sur... C'est la dernière question, peut-être. Tu les rejoins. C'est 2 questions, un d'un spectateur anonyme et de Véronique Prost. Est-ce que Aïe a vu le film? Et si oui, comment elle a trouvé le film? Est-ce qu'il était respectueux de sa personne ou pas? Elle a vu des rushs tout au long du tournage. Voilà, qu'elle a plus ou moins apprécié. Mais en général, elle était plutôt étonnée, curieuse. Aussi, enfin voilà, elle a souvent eu et encore aujourd'hui, elle dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu vas montrer ça en France pour que les gens se moquent de moi. Donc, elle a aussi ce côté de ne pas se sentir toujours légitime d'avoir une place à l'image. Par contre, elle n'a pas vu le film parce que on n'est pas retourné en Chine depuis qu'on l'a monté. Parce que c'était l'année dernière. Et puis, du coup, depuis, on attendait d'y aller, de la faire venir, tout ça. Et puis, bon, voilà, on connaît tous la situation actuelle. Donc, pas encore. Eh bien, vu qu'il n'y a plus de questions, hein, et comme dit Barberine, l'heure tourne. Donc, merci à elle, merci Camille, merci Marine pour ce débat, ce riche débat. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain qui doit commencer d'ici une grosse heure. Voilà. Eh bien, merci à vous toutes. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour ce débat. Et à très bientôt pour projeter le film en hors les murs, peut-être. Oui, avec plaisir. Merci.